You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Merci d'ailleurs de la part de toute l'équipe d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Si tu nous écoutes sur Apple Podcast, tu peux dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. Comme chaque mercredi, il est l'heure de l'interview et nous accueillons un jeune comédien que vous avez pu voir récemment dans la série à succès de TF1, maintenant disponible sur Netflix, Le Bazar de la Charité. Il a aussi fait un passage dans la série Planqueur, on l'a vu au cinéma aux côtés de Virginie Ledoyen dans le film Milf, ou encore dans Touchous avec José Garcia. L'invité de la grande interview de Clapement 5 est aujourd'hui Victor Meutelet. Bonjour Victor. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. On est ravis. Avant de commencer ton interview, je vais te présenter les clapeurs qui t'accompagneront aujourd'hui. Tout d'abord, nous retrouvons notre clapeuse productrice et autant vous dire qu'elle a du pif, surtout quand elle se met dans le micro. C'est Elsa Morel. Salut. Elsa a souvent l'habitude de se prendre le nez dans le micro. C'est le pop là. C'est honteux. Pour débattre avec elle est de retour la journaliste Emma Salvarini. Ça va Emma? Bonjour, ça va et toi? Et pour terminer, très bien, oui. C'est pas grave, hein, je vais y aller. On s'en fout. Je réponds Allez. jamais, moi j'ai toujours. Hein. Et pour terminer, nous retrouvons notre réalisateur Raphaël Chiche. Bonjour. Ça va Raphaël? Ça va et toi? Très bien, merci beaucoup. Bon Victor, on va donc s'intéresser un peu à ton début de carrière, parce que tu es jeune, quel âge as-tu? Rappelle pour nos J'ai auditeurs. 22 ans. Exactement notre âge, hein, donc Ouais. très peu, mais déjà t'as fait beaucoup de choses à 22 ans, et c'est pour ça que ça va être intéressant de parler avec toi. Et je vais commencer avec la traditionnelle question que je pose tout le temps, mais comment est venue ta volonté de devenir comédien? Ça s'est fait un peu par hasard. J'ai commencé à passer des castings parce qu'il y avait des annonces sur internet. C'est ma mère qui les avait vues et qui m'en a parlé. J'ai dit ouais, pourquoi pas, je suis chaud de faire ça. Moi j'habitais pas à Paris, je suis de Chartres. Donc du coup rien que l'expérience, prendre le train, le métro tout seul pour aller passer mes castings, moi j'étais déjà content. C'est-à-dire que j'avais pas ouvert la porte du casting. Un gros délire déjà. Ma journée elle était déjà très très stylée. Et t'avais quel âge? J'avais 15 ans. D'accord. 14 ans. Et donc au début ça marchait pas, mais l'expérience du casting me plaisait. Le métro. Le métro c'était vraiment le grand kiff. Gros délire. La ligne 4 de Montparnasse c'est un petit peu mon petit chouchou, je vous cache pas. Et non, j'avais un peu peur des castings parce que je me rappelle en cours quand il fallait faire une poésie ou parler devant la classe, c'était un petit peu l'enfer. Donc je pensais que les castings ça allait pas le faire du tout. Mais bizarrement ça passait mieux. Et au bout d'un moment, ça a commencé à prendre un tout petit peu. Mon tout premier film, c'était un court-métrage de Jules Benchetrit qui s'appelle Le Feu Sauvage. Et je crois que donc on a tourné 15 jours, c'était une super expérience, mais je crois que le film n'existe même pas. Je crois que il s'est perdu jamais sorti en post-production, en montage. Il est jamais sorti, j'ai jamais vu. Mais l'expérience de jeu m'a plu. Et ensuite, ma première expérience pro, c'était le film Salaud on t'aime de Claude Lelouch. C'est quand même pas rien de commencer avec Claude C'est Lelouch. pas rien, mais comment? Je suis presque déçu de pas vivre ça maintenant avec un peu plus de recul pour me rendre compte de la chance que j'ai vraiment. Est-ce que sur le moment tu t'es pas aperçu de ce que c'était que de tourner avec... Parce que précisons que c'est avec ces deux Claude Lelouch, mais quand même avec Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Sandrine Bonnaire, donc c'est quand même avec un très gros casting. Ah ouais, énorme cast, énorme cinéaste, quand même derrière il y a une Palme d'Or, il y a un Oscar. Donc c'est solide, et moi j'arrive là, clairement que ça aurait pu être Claude Lelouch ou Philippe Dupont, c'était la même chose, je connaissais pas du tout, j'avais jamais vu ces films, je m'intéressais pas particulièrement au cinéma. Ouais, donc toi t'étais plus impressionné par Johnny Hallyday quoi. Ouais, carrément. Mais vraiment, moi Johnny Hallyday, Eddie Mitchell... Après, je pense que la carrure de la personne de Johnny Hallyday et Eddie Mitchell est peut-être un peu plus impressionnante que celle de Claude Lelouch. Grave, mais plus même fan. je pense que Claude Lelouch, si l'expérience était venue maintenant avec un petit peu plus... un tout petit peu plus de films ou de tournage derrière, et ben là je pense que j'aurais été encore plus impressionné. Est-ce qu'on peut faire un appel à Claude Lelouch pour un prochain film peut-être? Voilà, c'est ce que j'essaye de faire en discret. Ah merde, j'ai mais mis visiblement le mot tu veux que je sois moi, pas discret du tout. Moi là. j'ai explosé le dos. Mais du coup cette première expérience, oui, ça fait quoi de tourner avec Claude Lelouch? Parce que je crois qu'il a des méthodes de tournage un peu singulières. Ouais, il a des méthodes particulières. Déjà on n'a pas le scénario. Ouais. Et en gros, lui, il te donne des indications du style bon bah voilà, là t'es à la fenêtre avec tes potes, vous venez de voir passer le chat que vous aviez pas vu depuis une semaine, bon bah action quoi.
Oui, d'accord. Je fais ok. Yes. D'accord. J'ai jamais tourné. Salut le chat. Bah, non, c'était- ça fait une semaine quand même. C'était On se demande pourquoi je suis pas acteur. je crois que c'était encore mieux que ce que j'ai fait sur le moment, tu vois. Ouais, c'est- Donc je suis un peu gêné, mais Ah, mince. mais non, bah, c'était trop bien d'être dirigé comme ça, et du coup un petit peu étonné de voir que c'est pas tout le temps comme ça sur les films Ouais. d'après. Mais Ouais, c'est sûr. Parce que lui, c'est le naturel, c'est ça qu'il recherche. ouais. L'improvisation. Le... ah vraiment, c'est Ouais. vraiment ça. Et lui, si on tournait chez lui dans sa vraie maison, Ah ouais. moi je dormais vraiment chez lui. Tous les acteurs étaient dans l'hôtel qui était à 5 minutes. Donc si le dimanche à 14h il trouve qu'il y a une belle lumière, bon, il appelle son assistant, une demi-heure après tout le monde est sur le plateau et ça Ah. tourne. Dimanche, pas dimanche, il s'en fout quoi. Ouais. Bon, j'espère que les assurances de tournage ne nous écoutent pas aujourd'hui. Mais Mais en vrai, c'est une bonne expérience, c'est une bonne école. super expérience. Bah, c'est ça. Et mais à ce moment-là, en tout cas, j'avais pas l'idée de continuer là-dedans. Même sur, je dirais, mes 4-5 premiers tournages, je les prenais vraiment les uns après les autres. On va Ouais, prendre plus les pour- 3 points, je parle comme un footballeur. Je les prenais comme ça. Et c'est seulement au bout d'un moment que je me suis rendu compte que ce que je faisais, ça me plaisait vraiment. Et si je pouvais le faire toute ma vie, ça serait génial. Et du coup, bah aussi, ça a dû être quelque chose comme de jouer dans un premier film entouré. Donc, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Sandrine Bonner, comment tu, Forcément, tu as ça- trouvé ta place au milieu de ces acteurs-là? Bah, ça impressionne. Au début, tu fais profil bas, mais en fait, tu te rends compte qu'ils sont comme toi. Et je pense que le fait de démarrer avec ces monstres-là, je pense quand même que Johnny, on peut difficilement faire plus grosse star en France. Je pense qu'il y a Depardieu qui est de son calibre, et sinon, il n'y en a pas 50. Donc ensuite, quand tu démarres avec un gars comme ça, que tu te rends compte qu'il est super sympa, accessible, et ben après, derrière, quand tu tournes avec n'importe quelle autre star, je dis pas que tu te dis j'ai fait avec Johnny, donc ça va être facile, mais au moins, tu sais que Ça enlève elle une est comme pression, toi, ouais. et Ouais, c'est que ça va le faire comme avec n'importe qui. Il paraît que t'as beaucoup mangé sur Salon Ah Thème. ouais, parce que ça va avec la méthode de Claude Lelouch. Quand on fait un truc, il faut que ce soit vrai. Donc quand il fait un couscous, enfin une scène de repas où on mange un couscous, si on la refait 10 fois, ça veut dire que tu bouffes 10 couscous. Et la première fois, t'es content. La deuxième fois, t'es content, mais au bout d'un moment, quand le bout couscous du qu'il est 10e. froid et que t'as l'huile qui remonte, là, tu fais non, ça va, on l'a, c'est bon là. Elle est bonne. Elsa, oui. Mais est-ce que tu préfères quand un réalisateur te donne beaucoup de liberté ou au contraire quand il te restreint beaucoup à des règles? Eh ben, au début, j'aime bien être. Au début, mes premiers films, j'aimais bien quand c'était. Je dis ça comme si j'en avais fait 50, mais vraiment mes 2-3 premiers. Oh, t'as commencé jeune déjà. Oui, j'ai commencé jeune, mais ça reste une très petite carrière. Mais les tout premiers films, j'aimais bien être très dirigé parce que si tu me laissais aller n'importe où, le truc il aurait vraiment pas été cohérent, ça serait parti dans tous les sens. Et maintenant, j'aime bien être dirigé, mais si le réalisateur il me dit écoute, moi je te donnerai des indications une fois de temps en temps quand vraiment je sens qu'il y a besoin. Si le postulat il est clair dès le début avec lui, eh ben ça me dérange pas de faire un truc un peu plus à ma sauce, mais toujours se savoir encadrer quoi. J'ai pas envie que le réal me dise rien et que moi je sois dans le doute, genre, est-ce qu'il s'en bat les couilles ou est-ce que juste il aime bien ce que je fais. Je veux que ce soit clair là-dessus quoi. Raphaël. Au-delà des indications de réel, toi, t'es à l'aise avec l'impro? Genre, c'est quelque chose qui te fait kiffer? Ah ouais, j'aime trop l'impro. Ouais. J'aime bien l'impro. J'aime bien. La méthode que je préfère, c'est les réalisateurs avec qui on reste assez proche du texte sur 2-3 prises. Et une fois qu'on en a sécurisé une, là, il dit bon, bah voilà, on a ce qu'il faut. Maintenant, faites-vous plaisir sur une ou 2 prises. Et puis, des fois, il se passe rien. Des fois, la prise qui était proche du texte, elle était mieux. Et de temps en temps, peut-être une fois sur 10, il se passe un truc qui fait que la scène, elle prend vraiment un level de fou. Et donc, j'aime bien cette méthode-là. Donc ouais, toi t'es plutôt proche du texte, mais avec de l'improvisation autour, quoi. Ouais, pas Garder autour, le fil, ou alors après. J'aime bien oui, faire après. un peu les deux. Ah oui, faire les deux dans un même enregistrement, je vois. Ceux qui te connaissent aussi pour Clem, la série Clem, Ouais. qui a été pas longtemps après Salon Thème, c'est ça? Ouais. C'est arrivé combien de temps après Ça devait être 2 ans après, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Et comment, du coup, tu t'es retrouvé dans la série TF1 Et Clem? ben la voix classique, il y avait un casting. Mon agent en avait entendu parler, m'a demandé si ça m'intéressait. De toute façon, je faisais rien, donc tout m'intéressait. Et donc j'ai passé le casting.
ça a bien marché et puis après c'était parti. T'as joué ton personnage, c'est le copain de Harry Bensetti, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un personnage d'ailleurs, tu as souvent ce genre de personnage-là, qu'on retrouve aussi dans une autre série de TF1, Les Innocents, avec aussi cette histoire d'homosexualité un peu refoulée. Dans Les Innocents, c'était un peu plus refoulé peut-être que dans Clem, c'est ça? Bah, dans Clem, moi je jouais justement le personnage qui assumait son homosexualité et qui voulait qu'on arrête de se cacher pour ça. Et dans Les Innocents, c'était l'inverse là. Le personnage joué par Jules Houplin, lui, avait quelque chose de très assumé, et moi au contraire, je voulais pas que ça se sache. Et ce genre de personnage-là, pour toi, c'est évident ou pas du coup? Est-ce que t'as peur de pas être à l'aise dans ce registre-là? Non, pas du tout. Il n'y a pas de différence avec une histoire d'amour qui serait hétéro. C'est pareil, le jeu est le même. Voilà, juste la scène de bisous, au lieu d'embrasser une fille, on embrasse un garçon. Et après, il n'y a rien de différent, tout est pareil. Ouais, voilà. C'est un beau message de Pec, t'en vois. C'est ça. Exactement. C'est sûr. Non, mais en vrai, pour le coup, ça m'a toujours un peu choqué cette question en casting. Dès que c'est pour jouer un rôle homosexuel, on me demande est-ce que ça te pose un problème de embrasser un garçon? Bah, déjà, si je suis là, non. Et mais putain, ça dit non, quoi. Ça peut se comprendre en même temps, parce que tu peux avoir. Déjà, ça permet d'éliminer les cons. Donc, ça fait quand même un bon filtre. Bon curseur. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, mais je veux dire, je pense que c'est aussi pour des questions après d'assurance ou quoi. Si le mec, au dernier moment, il dit ah bah non, moi je savais pas, on me l'avait pas dit, je me casse du projet, tu vois, qu'il y a déjà de l'argent ou je sais pas. Mais... Ouais, c'est comment. En fait, c'est pas le directeur, la directrice de casting à qui je reproche de poser cette question, parce que elle, c'est nécessaire qu'elle pose cette question pour pas se retrouver dans la merde comme ça, je comprends, mais c'est le fait qu'elle soit obligée de la poser qui bien sûr, ça je suis d'accord. Et Clem, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté une notoriété que tu n'avais pas avant, c'est ça? Ouais, pas du tout, à une petite échelle, mais c'est vrai que Salaud en thème, c'était une super expérience, mais c'était un petit rôle. Et les films de Claude Lelouch, ils ont leur base fidèle. Je crois que le film fait 400 000 entrées, un truc comme ça. Mais bien sûr, je m'attendais pas à ce que le lendemain, on m'arrête dans la rue. Ensuite, j'avais fait quelques téléfilms où c'était un peu le même style. Mais oui, c'est vrai que Clem, moi, je suis arrivé en saison 5, donc c'est déjà une série qui a une fanbase de ouf, quoi. Quand une série fait une saison 5, c'est que... soit la chaîne est un peu débile de perdre de l'argent depuis 5 ans, soit la série est très suivie. Et du coup, je m'attendais pas du tout à ça, parce que je connaissais pas forcément la série. Mais ouais, ça a apporté une petite notoriété. Comment ça s'est passé? Le premier épisode dans lequel t'apparaissais a été diffusé. T'as tout de suite senti une différence? Tu veux la vraie histoire? Ah bah vas-y, surtout. J'étais en tournage sur Touchous. Ouais. Donc et je savais pas que Clem passait ce soir-là. Enfin, je le savais parce qu'on m'en avait parlé, mais il y a 3-4 jours. Je savais pas que c'était tel jour, telle heure. Donc j'étais avec mes potes, on était en train de boire des coups. Je vais aux toilettes. Je reviens, j'avais fait plus 10 000 sur Insta et je fais wow, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je comprends rien. Ouais. Et là, je regarde un peu les messages et je capte que c'était Clem. Et le lendemain, c'était un petit village, on tournait au Contamine Montjoie, un village dans les Alpes. Et alors que ça faisait 2 semaines qu'on tournait et tout le monde en avait rien à foutre de moi. Et comme par hasard, le lendemain, là, tout le monde venait me parler. Donc je me suis dit, wow, ok, j'ai compris les gens qui venaient par intérêt. Du jour au lendemain, quoi. Mais c'est fou, ça veut dire que les gens ont vu, donc parce que en plus le générique doit être assez rapide, donc faut l'avoir ton nom quand même peut-être dans. Ah non, c'était ma gueule qu'ils avaient, parce que sur Insta je postais qu'on était en tournage Touchous à tel endroit et tout ça. Mais du coup, c'est clair que du jour au lendemain, ça m'a fait un petit peu bizarre. Mais après, tu relativises très vite, parce que je crois que Clem passait le lundi. Donc le mardi, les gens se souviennent de ta gueule, et le mercredi, ils t'ont oublié. Et c'est toujours comme ça pour toutes les séries. Et Putain, c'est ouf. Et du coup, commencer à avoir de la notoriété comme ça, c'est un truc qui t'a un peu bouleversé ta vie ou peu plus que ça? Ou c'est un truc que t'apprécies? Le mardi, c'était cool. T'as passé un bon mardi. Et le mercredi, je m'étais fait tout beau pour sortir. Il y avait personne. Sauf qu'il n'y avait plus personne. C'est vraiment ça? Non, en vrai, je m'étais pas fait tout beau. Mais par contre, c'est vrai que les gens... quand on me demandait des photos dans la rue ou quoi, c'est tout le temps les lendemains matins de diff et jamais un autre moment. Ça prouve vraiment que les gens ont une mémoire immédiate à court terme. À très court terme. T'as intérêt à sortir. Je veux dire pour les gens de mon level, quoi. Tu vois, ceux qui voient à la télé,
ils l'ont en tête, je sais pas, peut-être 15 heures et après c'est terminé. Non, mais en vrai, ça reflète un truc ouf. Genre, en fait, c'est genre ultra. De la consommation ultra rapide. Ah, c'est ça. Du coup, ça a fait relativiser vachement et puis après, ça a rien changé à ma vie, mais sans doute parce que ça reste à très 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 petit niveau. Bah, justement, on va parler de Two Shoes dont tu nous parlais, qui est sorti en 2016, c'est ça, au cinéma. Ouais. Et comment tu résumerais l'histoire à ceux qui ne l'ont pas vu? Donc c'est un film avec José Garcia, avec Manon Valentin aussi. Vas-y, résume, balance. Avec Mela Bédia aussi. Avec Mela Bédia aussi. C'est en gros l'histoire d'un écrivain très célèbre qui est vraiment à fond sur ses bouquins et qui s'occupe pas forcément de sa fille. Donc pour essayer d'attirer son attention, elle va voler la clé USB qui contient son dernier roman et se barrer en classe de neige avec ses potes. Et donc évidemment, c'est seulement parce qu'elle a sa clé USB que le père commence à s'intéresser à sa fille. Du coup, il nous rejoint en classe de neige et de là part un truc complètement déjanté, quoi. Donc oui, ça c'est une comédie un peu... Ce que tu disais dans une interview, c'est que t'aimais bien dans le film que ce soit une comédie qui aille peut-être plus loin que beaucoup de comédies françaises, qui va dans des gags visuels, dans des... peut-être un peu plus à l'américaine, ce qu'on a l'habitude de voir dans des comédies américaines que françaises, c'est ça? Bah, toujours c'était... ça... un peu divisé, il y a des gens qui aimaient vraiment et il y en a qui disaient que c'était vraiment de la merde ce film. Mais moi je préfère 1000 fois voir une comédie qui est qui va à fond dans ce qu'elle fait plutôt qu'un truc tout lisse comme 80% des comédies où tu sais que tu vas sourire 3 fois, c'est tout le temps les mêmes vannes mais avec des prénoms de personnages différents dans tous les films et puis à la fin t'as passé un moment correct mais sans plus. Là au moins je suis sûr que ceux qui ont kiffé, ils ont passé un meilleur moment que devant la plupart des comédies. Par contre, en effet, si le postulat de départ te plaît pas, là, par contre, tu vas pas du tout kiffer. Bon, après, ça c'est le problème, c'est le truc avec les comédies. Genre, il y a de grandes chances que ça plaise à pas grand monde, mais quand ça plaît à des gens, ils surkiffent. Donc c'est. Mais pardon, excuse-moi, par rapport au tournage et par rapport à ce que tu avais lu, t'étais content du résultat? Ouais, je suis content du résultat parce que je trouve que c'est vraiment pas un film prétentieux. On savait qu'on faisait une comédie un peu potache, tu vois, et le film l'est. On n'était pas là à se dire on va faire un truc sur une histoire d'amour en fait entre son père et sa fille. On sait très bien que cette histoire d'amour c'est un prétexte pour amener des gags parfois un peu deg, parfois ratés, parfois marrants, mais le film n'est pas prétentieux et c'est ça que j'aime, quoi. Ouais. Elsa, oui. Je crois que tu disais que la comédie c'était plus dur que le drame. Moi comment en fait, je suis pas très drôle. Dans la vie, avec mes potes et tout, je suis sûr que je les fais rigoler et tout ça. Mais j'ai beaucoup de mal à avoir un pouvoir comique, quoi. Ah oui, d'accord. Et c'est en ça que je trouve que la comédie est plus dure. Moi, je le pense personnellement. Mais je pense aussi que c'est plus dur de faire une comédie réussie. Parce que la comédie, bah, si tu rigoles pas, elle est ratée, quoi. Alors que le drame, tu peux ne pas chialer et trouver que le film est bien quand même. D'ailleurs, c'est quoi tes comédies cultes à toi? Bah, les 3 Very Bad Trip, je les aime bien. Je réfléchis. Quentin Dupieux, je suis pas fan de tous ses films. Ouais. Par exemple, Le Dain, j'ai pas aimé. T'as pas aimé? Mais Au Poste, j'ai chialé de rire à louper des scènes tellement j'étais en crise de fou rire. C'est l'inverse. Moi, c'est l'inverse. Au Poste, j'étais là. Mais Au Poste, quand le Dain, qu'est-ce que j'ai kiffé avec l'équerre dans l'œil là. Ah oui, il y a ça qui est marrant, mais c'est vrai que. Non, mais en fait, moi, comme j'ai rigolé une demi-heure à cette vanne, t'as rigolé tout le film. C'est sûr que le film dure 1h20, effectivement, t'as la moitié du film a été occupé. Et donc Dupieux, Todd Phillips. Ouais, et après, attends, laisse-moi réfléchir un peu. La vérité, si je mange, j'aime bien. Camping 1, j'aime beaucoup. Camping 2, j'aime moins. Camping 3, j'aime moins. D'accord, ok. Donc il y a plusieurs. Donc on voit que c'est plusieurs genres de comédie parce que Dupieux c'est de l'absurde, Camping c'est plus de la comédie. Comédie populaire, formatée un peu dans son marketing et tout pour faire des gros scores en salle, mais je trouve que le 1 est vraiment réussi. Camping 1, non mais c'est vrai que le 1 est pas mal. Il est étonné. C'est vrai que... Non, en plus ça va, non, Camping 1. En vrai, j'aime bien un peu
défendre ce type de ciné qui est, Oui, qui est souvent un peu basé parce que... Mais en France, il y a beaucoup de ça. C'est vrai que la comédie, on reproche ça au cinéma français d'être soit des comédies populaires, soit des films d'auteur, mais dans les comédies populaires, il y a aussi des comédies qui sont drôles. Juste... Il y a beaucoup Christian Clavier. J'ai dit dans les comédies populaires, il y a Christian Clavier. Mais oui, effectivement. Mais au-delà de ça, il y a aussi des comédies, quand même, Chabat, Les Nuls, ah bah c'est oui. quand même assez incroyable. Mec, OSS. Ah, me fait... en fait, du coup, j'ai oublié OSS. Mission Cléopâtre. Moi, j'ai croisé les doigts pour que tu dises OSS. Je sais, je vais rien dire. Ouais, OSS, j'adore aussi. Et bon, on va revenir à Touchous du coup. Pour Touchous, c'était une ambiance qui devait être une ambiance de tournage assez ma colonie de vacances. Vous étiez entre jeunes avec José Garcia, qui est un jeune en soi. Non, en vrai, c'est comment au début, ça revient un peu à ce qu'on disait au rapport aux vedettes. Pour parler comme un homme de plus de 64 ans. C'est une vedette, José. Et au début, on doute toujours un peu de sa proximité. Puis quand au bout de 2 jours de tournage, il vient de toquer, il vient de réveiller dans la piole de tout le monde. C'était bizarre comme anecdote. Attendez, je réfléchis, je mets les mots dans l'ordre, je recommence. Quand le matin, il vient toquer à la porte d'hôtel, j'y arrive vraiment pas. Moi, j'imagine José Garcia qui arrive dans ta piole le matin, toi t'es en train de dormir, je me suis dit, c'est bizarre comme. Qui te regarde dormir. Regarde, les bras croisés. Le flip au réveil. Quand au bout de 2 jours de tournage, il vient te réveiller en disant bon les gars, on fait un paintball cet après-midi, tous dans le minibus. Tu fais ah oui ok, le mec est détente quoi. Et donc à partir de là, tu comprends le perso et puis le tournage se passe super bien. Je crois qu'il y a une séquence qui a été compliquée à tourner avec lui. Ah l'enfer. Mais c'est ça pourquoi. L'enfer. Le problème et ce qui est aussi cool avec José Garcia, c'est que quand il voit qu'il te fait rire sur un truc pendant une scène, et au lieu d'essayer de changer le mot qui te fait marrer ou le petit geste pour qu'on puisse faire le film, parce qu'on est là pour ça à la base, et lui il va justement appuyer à mort ce truc là. Et moi il y a une scène où il doit alors hors contexte la réplique est chelou, mais il doit me dire bon t'arrêtes de manger de la merde en cachette. D'accord, et il me disait ça en me touchant le nez avec un patin à glace, et c'était la lame du patin, il me l'a frotté contre le bout de mon nez. Je dis, pourquoi il fait ça? Et du coup, moi, je rigole parce que je m'y attendais vraiment pas. Et à chaque prise, il prenait un objet différent pour me frotter le bout du nez. C'est génial. Donc, d'abord, il a pris 3-4 fois le patin. Je me suis dit, bon, allez, on se concentre sur le patin à glace, ça va passer. Et puis, dès que je commençais à plus rigoler, il prenait un autre objet et c'était reparti. Et du coup, c'est dans le film? Et c'est dans le film. Mais après, moi, je le sais que je suis en mode ne pas rigoler. J'ai les lèvres un peu pincées, l'œil rieur. Mais je crois qu'on m'en a pas parlé, donc c'est que ça passe. Mais c'est sûr que c'est la seule prise qui était bonne sur ce coup-là. Celle qui est passée. La même année, en 2016, on t'a retrouvé dans un autre film avec un tout autre genre qui s'appelle Le Voyage de Fanny de Lola Doyon, c'est ça? Un drame historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Tu jouais quel personnage dedans? Je jouais le personnage d'Ellie. En fait, l'histoire, c'est un groupe de, je crois qu'ils sont 10 ou 12 enfants juifs qui doivent aller en Suisse. Ils sont en France, ils doivent aller en Suisse en zone libre. Et à la base, c'est moi qui suis censé les amener. Mais pour diverses raisons, mon personnage se flippe un peu. Et puis, au début, il les laisse tomber, puis il les laisse pas trop tomber. Puis après, je vais pas tout spoiler. Mais en gros, le fait est que le groupe d'enfants est forcé de partir tout seul en Suisse. Et donc, c'est ce périple-là qui est raconté. C'est compliqué de jouer avec des enfants? Alors... C'est génial quand on aime l'impro, parce que une enfant de 4-5 ans va pas pouvoir apprendre un texte de 2 pages, mais parfois elle va te sortir une réplique qui n'était pas attendue, qui aurait jamais pu être écrite et qui est 1000 fois mieux que tout ce qui aurait pu être écrit. Et du coup, en soi, pour ça, c'est incroyable de tourner avec des enfants. Et la partie compliquée, c'est plus une partie prod et un truc plus Est-ce qu'ils peuvent tourner combien d'heures par jour? Quoi. Alors, je crois qu'il y a une différence entre vacances scolaires, pas vacances scolaires. Mais je crois que les moins de 12 ans peuvent tourner 2 heures en période scolaire, 3 hors vacances. Et les plus de 13 à 16, c'est genre 3 heures et 4 heures. Quoi. Mais en plus, il y a la DAS sur le tournage, non? La DAS fait des contrôles en fait. Donc si la DAS n'est pas là que tu dépasses, ça va. Mais si tu dépasses le jour où il y a la DAS, là ça va pas. Ça passe moins. Est-ce que pour un acteur, il y a un plaisir particulier à jouer dans un film historique, justement avec des décors, avec des costumes? Ouais, c'est génial. Déjà parce que là en l'occurrence dans Le Voyage de Fanny, j'adorais le perso, j'adorais le scénario, donc oui. Mais pour le côté film historique, quand t'arrives le matin et que tu te mets
en costume, t'es direct dedans, quoi. Alors que sur des films contemporains, tout dépend du type de film. Mais par exemple, Touchous, c'était limite mes fringues, quoi. C'était comme ça que je m'habillais. Donc, c'est plus d'un côté, le perso était moins éloigné de moi dans la vie. Je dis pas ça parce que le personnage pue de la gueule, hein. Mais non, je précise. Mais enfin, quoi que vous me direz, si jamais. Bah, moi, je me suis éloigné de 10 cm depuis le début de l'émission. Mais t'es direct dedans quand t'es en costume d'époque, donc ça c'est très plaisant. C'est plus immersif en fait, ça de jouer dans c'est un un film. mot que j'aurais pas trouvé tout seul, merci. Et parce que là, c'est exactement ma pensée, Larousse, merci. Je vois. Comment t'as travaillé avec Lola Doyon sur le film ? Et ben avec Lola on a fait quelques répètes avant le film, je crois qu'on a fait 2-3 sessions de répétition, et ensuite elle m'a dit que elle m'a un peu briefé sur les j'allais dire les problèmes, mais c'est pas les problèmes, sur les choses qu'il peut y avoir quand on bosse avec des enfants. Et elle m'a dit que voilà, s'il y en a un qui faisait un truc, n'hésite pas à rebondir dessus, à partir dans son délire au petit, parce que ça se trouve, ça va créer un truc trop bien. Et après, elle donnait pas mal d'indications. Et après, le tournage s'est vraiment bien déroulé. Je pense que pour tourner avec un groupe de 10 enfants, il n'y a pas beaucoup de réals qui auraient la patience et la méthode pour les diriger. C'est trop dur de diriger un enfant. Bon, donc c'est une expérience qui... Qu'est-ce que ça t'a apporté, tourner avec des enfants ça m'a apporté... pour toutes les autres fois où j'ai tourné avec des gosses, je savais comment m'y prendre. Et puis le rôle c'était la première fois que je faisais un truc vraiment éloigné de moi. Lola était, je pense, contente de ce que j'avais fait, en tout cas c'est ce qu'elle m'a dit, donc ça m'a un peu décoincé sur d'autres rôles. Quand j'avais des castings du même genre, je me disais bon bah je l'ai fait une fois, peut-être que je pourrais le faire une deuxième fois. C'est comme quand j'avais jamais été pris pour un casting. Les castings, quand tu te pointes et que t'as jamais été pris, tu sais pas que tu peux le faire, donc tu te dis ça passera jamais, et une fois que t'es pris, il y a un déclic qui se crée, et t'es pris beaucoup plus souvent, pas forcément parce que t'es meilleur, mais juste parce que tu te lâches plus, tu sais que tu l'as fait, donc tu peux le refaire. Elsa, oui. Avec quel réalisateur la relation a été plus prolifique pour créer un personnage ? Je pense que c'est avec... avec Alexandre Laurent sur le Bazar de la Charité. Ça, c'était vraiment... on a vraiment créé un truc tous les deux, parce que je pense que la direction dans laquelle il m'a amené, c'était pas... Excuse, vas-y. Non, désolé, c'est moi. Non, la direction dans laquelle il m'a amené, c'était vraiment pas celle que j'avais en tête en lisant le scénar. Et donc, on a beaucoup bossé en amont. Enfin, même pas beaucoup, mais quand on se voyait, il suffit qu'on ait fait 3 sessions d'1 heure. Il me parlait vraiment du perso, il m'expliquait comment lui, il le voyait faire tel truc. C'est un truc tout con, mais au final, c'est même pas dans le film ce moment-là, c'était un petit peu coupé. La scène est dans le film, mais pas à ce moment. Mais je dois aller d'un bout à l'autre d'une pièce, et au milieu, il y a un lit. Et moi, je le contourne, quoi, normal. Et lui, il me fait non, mais Victor, il contourne pas le lit, là. Il passe dessus, il met son pied dessus, il marche dessus pour aller de l'autre côté de la pièce. Et je dis, mais ouais, putain, c'est vrai qu'il fait ça. Et du coup, au lieu de contourner le lit comme tout le monde l'aurait fait, mon perso il me dit non mais Victor il se pose pas la question de ce qui est bien, ce qui est pas bien, boum, je dis Victor parce que le perso s'appelle Victor. C'est ça, je vais peut-être préciser parce que sinon on va croire qu'il parle de lui à troisième personne. Et c'était des petits éléments comme ça où quand là il m'explique ça pour cette scène, au final ça me sert pour tout le reste du film. Du coup j'ai escaladé tous les lits. Beaucoup de... D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler donc du bazar, c'est le Bazar de la Charité, on est d'accord, qui est passé il y a quelques mois sur TF1 et qui est disponible maintenant sur Netflix. Ton personnage, tu disais que tu n'avais pas la même perception que ce que tu as fait finalement, que ce qu'avait le réalisateur, c'est ça ? C'est que moi je voulais en faire un truc assez proche de moi, et Alexandre Laurent, le réalisateur, il m'a amené dans une direction où il me disait non mais c'est un anarchiste, il se pose pas de questions sur ça. Au début, les scènes que j'avais avec Camilou, moi j'essayais d'être le plus sincère dedans, et il me disait non mais là t'as pas besoin d'être sincère, là t'es avec Camilla, mais le soir tu vas t'en taper une autre, la veille tu t'en es tapé une autre. Et donc il me disait des trucs comme ça qui m'amenaient sur des pistes de jeu totalement différentes. Ah oui, il avait une approche très différente en fait de ce que mais au final c'était la bonne, parce que comment s'il est direct sincère avec l'actrice, avec le personnage d'Alice de Jansin,
on se dit que dès le début il est à fond dedans, alors que si au début il est pas à fond et qu'il rentre dans cette histoire petit à petit, c'est plus puissant après. Et du coup, ça, pareil, ça a été, j'imagine, une expérience de tournage assez incroyable parce que il n'y a pas beaucoup de séries qui ont autant de moyens. TF1 et Netflix ont mis les moyens dans les décors, dans les costumes. Comment s'est passé le tournage? Là, ils se sont chauffés. Hein. C'est le cas de le dire. Ouais. Elle est bien. C'est bon. Très bien. Il n'y a pas le petit. Il n'y a pas de Je te rajoute au montage. Et, on a fait. Le plus impressionnant, c'était 1 mois ou 3 semaines de studio pour l'épisode de l'incendie, où là, il y a un collectif de techniciens qui s'appelle les Versaillais. C'est des mecs qui sont un peu spécialisés dans tout ce qui est intempéries au cinéma, quoi. Donc, et les feux et les incendies. Et du coup, ils étaient là et dans le studio, ils avaient donc créé un espèce de circuit avec plein de sources de feu, et il y avait comme des manettes qui permettaient d'ouvrir plus ou moins et de lancer les flammes plus ou moins haut. Et du coup, c'était assez impressionnant de tourner là-dedans parce que quand le feu était tout bas, il faisait une température normale, et quand le réalisateur disait bon, on ouvre les vannes, il faisait plus de 5. Vous avez kiffé le petit bruitage là? Il fait plus de 50 degrés dans le studio, tu te mets à transpirer en 1 seconde. Donc c'est un peu le même truc que je te disais que pour les costumes d'époque. T'as besoin de rien faire, que t'es dedans. Oui. Je crois que Audrey Fleurot disait qu'elle lui avait peut-être manqué un peu ça de ne pas avoir été présente pour la scène de l'incendie, parce que c'est quelque chose qui effectivement était un élément très important, parce que je la comprends. Moi, ça m'aurait un peu frustré de pas vivre une expérience de tournage comme ça. C'est bien pour lui foutre encore plus Elsa, oui. Non, moi je voulais dire qu'il y avait un plan qui était hyper impressionnant, c'est le plan séquence quand les pompiers commencent à rentrer dans le bazar et qu'on voit tout le bazar brûler et les filles après qui attendent. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable, ce plan-là. Alexandre Laurent, il se pose pas la question de ce qui se fait ou pas en télé, ce qui est vu, ce qui est bien vu. Il fait. Et puis il réfléchit, il a réfléchi avant et puis après, j'allais dire il réfléchit après, genre non, il réfléchit beaucoup avant. Et il fait ce qu'il veut, même des trucs qui peuvent faire douter des producteurs, des diffuseurs. Il le fait, et puis quand il est tellement sûr de son truc que quand il le montre, tout le monde dit « ouais, t'avais raison de faire ça ». Et puis des plans séquences comme ça, il n'y en a pas 50 000 en télé, dans des séries françaises, il n'y en a pas beaucoup. Raphaël, oui. Je crois que c'était, j'ai lu que c'était le plus gros incendie jamais fait en France dans un film ou dans une série. Je sais pas. Il y en a un gros dans le film Sauver ou Périr aussi. Ouais. Mais celui-là, il est balèze, mais c'est vrai que je sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai lu et j'étais là, genre, c'est un truc de ouf parce que effectivement, j'ai vu la série et quand tu regardes cet épisode, ça a coupé le souffle vraiment. Et du coup, je me posais la question de savoir est-ce que il y avait un peu de peur, mine de rien, quand on joue là-dedans. Est-ce que de se dire je sais pas. Non, l'adrénaline de la peur. Ouais, un peu de l'adrénaline. Ouais, parce que on l'a pas tourné tout de suite, l'incendie, on l'a fait au bout, je crois, de 2 mois de tournage. Et l'ambiance sur le tournage, c'était vraiment un truc de ouf. Alexandre Laurent et son équipe, ils sont tout le temps dans la déconne. Et je me rappelle, les premiers jours d'incendie, ils sont là, ils commencent à être dans la même déconne. Et là, il y a le chef des Versaillais, là, le responsable des incendies, il fait « Alors par contre, là, on arrête les vannes. Et celui qui parle, c'est moi. » Donc là, on fait « Ah ok, ça va peut-être pas être si drôle que le début, mais pourquoi pas. » Et donc le mec, il a tout de suite posé un cadre strict, il voulait très peu de personnes sur le plateau. Et donc forcément, quand t'as les 6 gars, les 6 mecs responsables du feu, qui entre le moteur et action sont ultra concentrés, que t'as 3 pompiers avec les lances prêts à t'éteindre si tu te mets à cramer, bon, ça fait un peu... Tu sais que c'est pas une scène dans un restaurant, quoi. Mais après, on se sent encadré, il n'y avait pas de risque qui était pris outre mesure. C'est une des scènes les plus importantes que t'as tournées jusqu'ici, que ce soit dans film ou série Elle est une des plus impressionnantes et importantes parce que forcément, si l'épisode de l'incendie, parce que l'incendie c'est un peu quasiment tout le premier épisode, c'est risqué parce que si ça c'est raté, qui a envie de suivre des personnages qui sont morts ou qui ont disparu dans un événement auquel le spectateur ne croit pas, genre personne va aller au bout. Donc c'est en ça que c'est risqué. Tu peux, soit c'était réussi, ce qui je pense est le cas, et du coup on est sûr d'amener le spectateur au bout, et si ça c'est foiré par contre,
entre l'épisode 1 et l'épisode 2, tu perds 3/4 des gens, quoi. Je pense que ça a fonctionné parce qu'il y a un rendu qui est effectivement hyper anxiogène. Les gens qui se marchent dessus, c'est terrible. C'est très impressionnant et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir à la télé en France, peut-être plus aux États-Unis avec des Game of Thrones, des films des séries à gros budget comme ça, mais ça fait du bien de voir ça. Et c'est une première collaboration du coup entre TF1 et Netflix. Ouais, c'est en fait après c'est des trucs que je maîtrise pas forcément trop, mais c'est un accord inédit. Netflix est rentré en cours de route. Le projet aurait existé si Netflix n'était pas venu quand même. Ça j'aime bien le dire parce que il y a beaucoup de gens qui disaient ah ouais, elle est bien la série sur TF1, on voit qu'il y a Netflix, hein, sinon ça aurait pas été pareil. Je suis pas d'accord parce que la série était lancée, l'incendie était tourné, Netflix ils étaient toujours pas dans le truc, donc ils sont venus en cours de route. Et après je sais pas ce qu'ils ont dealé ou j'en sais rien, mais ouais, c'est rare de voir ça. C'est trop bien que Netflix ait senti le coup et s'associe à ça pour que la série ait une visibilité encore plus grande. C'est génial. Parce que sur Netflix, ça permet aussi qu'il soit partagé dans le monde. Ça, c'est trop bien. T'as des retours d'ailleurs d'autres pays qui ont vu sur Netflix la série. Un peu depuis du coup 1 ou 2 semaines là. C'est marrant parce que du coup ça me permet de voir un peu les territoires où ça a l'air de marcher. Et visiblement, si vous voulez tout savoir, les Argentins ont l'air de kiffer. Ah ouais. C'est marrant, trop ça. bizarre. Mais El Bazar de la Caridad. Ça s'appelle comme ça. Ouais. Et donc ça, tant mieux. Alors, je reçois un message sur 2, c'est des Argentins. Je me dis bon, ok. Mais ils te parlent en argentin. L'espagnol. Yes. Je suis con, oui. Non, ils me disent hello from Argentina. Donc c'est de l'anglais. Okay. Tu réponds à quoi? Hello from France. Hola. Hola from France. On t'a vu aussi au cinéma, donc ça c'était avant dans le film MILF avec Virginie Ledoyen, Axel Lafont qui le réalise aussi, et Marie-Josée Croze, c'est ça? Ouais. Comment tu résumerais l'histoire? Parce que c'est... Là c'est... très différent. C'est très différent. Je dirais que c'est 3 histoires d'amour plus ou moins sincères, plus ou moins éphémères, entre 3 femmes d'environ 40 ans et 3 jeunes de 20-25. Et donc, le temps d'un été. Le temps d'un été. Ça. Toi, ton duo, on va dire ton couple, c'était avec Virginie Ledoyen. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment tu as travaillé avec elle au début, j'avais pas casté pour ce rôle-là. J'avais casté pour le rôle qui est joué par Mathias Dandois. Donc lui, il est en binôme avec Marie-Josée Croze. Et donc je crois que j'avais fait 2 ou 3 tours de casting sur ce perso-là, dont une rencontre avec Marie-Josée Croze qui s'était bien passée. Et Axel, la réalisatrice, voulait me revoir en binôme avec Virginie. Donc j'ai fait une rencontre et des essais avec Virginie qui sont aussi bien passés, visiblement mieux que les autres, parce que c'est avec Virginie que je suis parti du coup. Et comment tu as travaillé avec elle du coup? Moi j'étais super content de bosser avec elle. Et elle est vraiment... En gros, elle m'a dit, je me rappelle en début de tournage, si tu veux faire des répètes, des lectures, des machins, t'hésites pas, t'as carte blanche, tu me dis, et puis on fera, quoi. Et donc ça, c'est vraiment... On s'est très bien entendu, et puis c'est parti. Ça, pareil, ça devait être comme Touchous, un tournage dans un cadre sympa, parce que c'était au bord de la mer, c'est ça Ouais, on était à La Ciotat, c'était chez cool. Moi. Ouais, c'est vrai. Ils ont tourné chez toi d'ailleurs. Emma, t'as pas eu de mauvais tournage en soi, enfin de mauvaises expériences tournage? Non, il y a des moments où tu te sens plus ou moins en accord avec la vision du réal. Ça m'est déjà arrivé, je ne citerai pas de nom, mais de faire des films ou téléfilms où le réalisateur me dit des trucs, j'essaye pas de contredire, mais d'apporter mon point de vue. Puis quand tu te rends compte que le film, c'est pas du tout une collaboration, c'est juste toi, ta gueule, et je fais, là c'est moins marrant, mais après il y a toujours les acteurs avec qui tu peux échanger, te marrer. Pour qu'un tournage soit une mauvaise expérience, il faudrait vraiment que tous les participants, le réalisateur, les comédiens, l'équipe technique, que l'alchimie passe pas. Donc généralement il y en a au moins 1 sur 3 où ça va, donc à partir de là le tournage se passe bien. Il aurait suffi que tu t'entendes pas avec une comédienne ou une actrice ou un acteur et que ça se passe vraiment mal du coup. Ouais, mais non, Emma cherche les potins. J'adore ça. Et sur le Bazar de la Charité, tu t'es entendu avec tout le monde? Non, après j'essaye de m'adapter aux personnes que j'ai en face. Il a les bonnes réponses. Ça se passe bien. Tu passes facilement du cinéma à la télé. Tu sens une différence entre le format du film, du long métrage du cinéma et celui de la télé? Non, je sens pas vraiment de différence.
si ce n'est que le nombre, en général, le nombre de minutes utiles, c'est-à-dire le temps effectif qu'il y aura à l'image qu'on tourne par jour, est un peu plus élevé en télé. En télé, sur les grosses journées, on peut aller jusqu'à 6-7 minutes qu'on rentre dans la boîte, alors qu'en ciné, ça va très rarement au-delà de 4. Donc on tourne plus de scènes en télé, mais après, moi, j'imagine qu'un réalisateur, il trouvera ça très différent. Mais moi, mon taf, c'est le même. J'ai un personnage, j'essaye de le faire le mieux possible, que ce soit pour YouTube, la télé ou du ciné, c'est pareil. D'ailleurs, on te verra à la télévision encore dans une nouvelle série avec Daniel Auteuil, c'est ça ? Ouais. Et d'ailleurs, je crois avoir compris que tu as été très, sensible. Tu avais remarqué l'acteur qui est Daniel Auteuil, très impressionné par Daniel Auteuil, non ? Ouais, par sa carrière déjà, avant d'arriver sur le tournage. Et puis c'est clair que c'est le genre d'acteur, même quand il fait rien, il est chaud, quoi. Il a un carré, il pose le terrain, quoi. Il rentre dans la pièce, tu sais qu'il est là. Et donc même quand il en fait pas des caisses, quand il dit une phrase un peu à plat, bah lui ça sonne bien dans sa bouche, quoi. Ouais. Ça, c'est pas juste pour plein de comédiens. C'est chiant. Et c'est quoi la série du coup Alors, la série, c'est une série qui est réalisée par Vincent Garinck. Lui, le réalisateur Vincent, comme Daniel Auteuil, c'est leur première fois en télé. Vincent Garinck, il avait réalisé L'Enquête avec Gilles Lelouch, Au nom de ma fille. Et un film qui s'appelait Présumé coupable, que j'ai vraiment kiffé ce film. Au nom de ma fille, c'était déjà avec Daniel Auteuil. C'était déjà avec Daniel Auteuil. Et son film que j'avais préféré à Vincent, c'est Présumé coupable avec Philippe Torreton. Ah oui, il est tellement bien, mec. Et il est ouf, Philippe Torreton. Il est incroyable. Oh là là. Il est incroyable. Et donc j'étais trop content Enfin, je connaissais pas avant, mais quand j'ai su que c'était lui, j'ai regardé tous ses films. Et donc j'étais super content de partir avec un mec qui faisait des films comme ça. Et nous, Le Mensonge, c'est pour France 2, ça va être sur 2 soirées. C'est l'adaptation du livre de Christian Iacono. Donc c'est sur l'affaire Iacono. Ce monsieur-là, c'était le maire de Vence, dans le sud, au-dessus de Nice. Et puis dans les années 2000, quand il était en passe d'être sénateur, sa carrière politique commençait un peu à prendre... il montait en grade, quoi. Il a été accusé par son petit-fils de viol. Et du coup, une enquête a été ouverte sur lui. Il a été jugé et condamné, il a fait de la prison pour ça. Et 10 ans plus tard, son petit-fils s'est rétracté et a dit que cette accusation était fausse. D'accord, ok. Et donc nous, c'est là-dessus. Les 2 premiers épisodes, en gros, ça se passe en 2000. Et les 2 derniers, ça se passe en 2010, au moment des aveux. D'accord, ok. Et toi, tu joues Et moi, je joue le petit-fils en 2010. D'accord, ok. Bon, j'aurais cru le grand-père. Je sais pas. J'ai une dernière question pour toi, Victor. Quel est le ou la réalisatrice avec lequel tu adorais tourner ? Je pense... Avant, j'hésitais 1000 ans avant de répondre Mondial, à cette question. On peut, mais... Ouais, mais je vais rester en France, en fait. Bah, tu peux, c'est Maïwenn. Maïwenn. Ouais. Ah oui, on l'a déjà eu. Bah, c'est Marjorie, je crois, qui nous a cité Maïwenn. Ouais, mais moi, plus. Plus qu'elle. Je croyais que t'avais dit on l'a déjà eu. Non, on a déjà invité Maïwenn. Ah non, mais d'accord pour... Oui, bah, il y a Police que tu nous as cité comme le film français. En fait, j'aimerais bien... C'est plus... en fait, même pas tourner avec elle, j'aimerais bien être infiltré sur son plateau pour savoir comment elle dirige. Comment elle... Et pour dire à tous les autres réalisateurs de diriger comme ça. Ça doit être sportif. Je pense que c'est sportif, mais quand tu vois ce qu'attire des acteurs, c'est trop bien. Ils ont tous des prix d'un. Il y a une anecdote sur le film Police. C'est la scène où la maman est obligée de laisser son petit garçon au poste de police. Et on voit Joe Star du coup qui va le prendre dans ses bras pour qu'il arrête de pleurer. Et en fait, on lui entend lui dire un truc et il lui disait c'est bon, c'est fini. Pour dire la scène est terminée. Parce qu'elle mettait tellement la pression sur le gosse en mode faut que tu donnes tout ce que t'as qu'il n'arrivait pas à arrêter de pleurer en fait. Ah oui, je suis pas chaud de tourner avec ma Finalement Non mais je pense que c'est ça, effectivement elle en tire le meilleur des acteurs avec lesquels elle tourne quoi. Ouais. Ils ont tous quasiment des prix d'interprétation. Ouais, parce qu'ils sont tous trop forts dans ces films. Bah oui, c'est ça. Ouais. Mais bon, merci beaucoup Victor d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que l'on peut dès maintenant te voir notamment sur Netflix dans le Bazar de la Charité ou même Planqueur dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous nos clappeurs. Merci aussi à Ciné7, à nos partenaires OCD et Univers Ciné. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et si vous nous écoutez sur Apple Podcast,
vous pouvez dès maintenant mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. En parlant de cadeaux, tiens, on va parler de cadeaux parce que vendredi, pour un grand blind test, on va vous permettre de remporter des cadeaux parce qu'après Noël, c'est toujours Noël sur Clapement 5, c'est vendredi que ça se passe, alors soyez au rendez-vous et d'ici là, eh bien, allez au cinéma.